Une visite à ne pas louper. On pense que c'est une petite grotte finalement où il n'y a pas grand chose à voir. Détrompez-vous, les grottes de Thaïs ou Taï, hein, le blaireau, c'est comme ça qu'on les appelait autrefois. 300 mètres de galerie. Alors certes, il n'y a pas de peinture préhistorique à l'intérieur, mais les hommes y ont habité à l'entrée pendant des siècles. Et sachez qu'à l'intérieur, vous allez être surpris par les couleurs et surtout par la beauté des lieux. Les grottes de Thaïs, un moment assez inoubliable sur votre visite dans le Royan. On descend, on va se garer sur le parking juste devant la Bourne en face. Vous avez l'aqueduc en face de vous. C'est vrai qu'on se dit c'est pas possible qu'il y ait une grotte ici. Il y a un énorme bâtiment, c'est le bâtiment qui sert de magasin et d'entrée. La grotte est derrière et elle descend sous le village, etc. Difficile d'imaginer qu'une telle grotte existe ici, mais oui, vous êtes bien arrivé aux grottes de Thaïs, pas de souci. On se gare, il y a même une belle randonnée que je vais vous proposer à faire au début ou à la fin de la visite de la grotte de Thaïs. Comme d'habitude, la randonnée s'appelle Vanille, tout un programme. D'ailleurs, si vous avez les moyens ou l'envie, vous pouvez vous payer une approche assez fabuleuse de la grotte de Thaïs. En effet, je vous rappelle qu'un bateau à roues relie les deux sites que nous venons faire, les fontaines pétrifiantes à la grotte de Thaïs, 1 heure et quelques de croisière au fil de l'Isère. On se croirait sur le Mississippi, d'accord, tel Tom Sawyer. Hein, les enfants adoreront. Bon, c'est vrai que c'est une approche tout à fait exceptionnelle et hors du commun pour visiter la grotte de Thaïs. Quoi qu'il en soit, c'est un moyen extraordinaire que met en place Visite Nature Vercors. Et j'espère que vous pourrez en profiter. On a eu la chance de le faire. C'est vraiment un voyage un petit peu hors du temps. Hein, on reprend le temps de vivre au fil du fleuve comme autrefois. Galerie rouge, dit autrefois galerie de la tentation. Magnifique. Et silex, on en trouve plein. Dans le Vercors, il y en a beaucoup. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que tu pouvais très bien avoir des gens qui étaient... Alors, on va avoir, en fait, le début, tu vas avoir des gens qui sont spécialisés. En fait, dans le clan, tu as des chasseurs, tu as des gens qui font la cuisine, tu as des gens qui... Pour la petite histoire, allez, sachez que les hommes se sont installés ici, pas dans la grotte. Hein, on s'installe rarement dans la grotte à l'époque de la préhistoire. Hein, c'est le coin des chauves-souris, voire des ours. On s'installe à la lisière de la grotte, peut-être juste au bord. Hein. Les premières traces d'occupation ici datent de 15 000 ans. En arrière, c'est Cro-Magnon tout simplement qui s'est installé ici. On a découvert des silex comme celui-ci évidemment. On a découvert également des pointes de flèches, on a découvert des harpons, etc. Et tout ce qui faisait la vie des habitants de cette époque. On a retrouvé aussi des pierres rondes. Et Laurent Garnier, qui est le chef un petit peu des fontaines pétrifiantes et de la grotte de Thaïs, nous a même raconté que toutes ces pierres rondes qu'on a trouvées ici, c'était tout simplement ni plus ni moins que des réchauffes plats. Et oui, on les chauffait avec du feu, etc. Ce qui permet ensuite de fumer le poisson, etc. Ils étaient quand même forts, les Cro-Magnons, dès cette époque. Et ces chasseurs nomades de la fin du Paléolithique ont laissé une pièce extraordinaire, ce qu'on considère
comme l'un des premiers, enfin c'est là une pierre gravée, hein, comme l'un des premiers calendriers de l'histoire, tout simplement. Vous pouvez voir cette petite merveille, en tout cas très importante pour l'histoire de l'humanité, au musée de Valence. Calendrier, premier calendrier de l'histoire de l'humanité ou pas? En tout cas c'est ici qu'elle a été découverte. Véritable draperie. La nature a sculpté ici des formes superbes. Grotte de Thaïs, 300 mètres de galerie, 20 000 lieues sous la terre. On se rend à peine compte qu'on est, le village est en dessus, les champs, la montagne. On est carrément dans un monde complètement inouï. Quand on rentre dans la grotte, on pense à une petite grotte. C'est peut-être l'une des plus grandes de la région et une des plus grandes qu'on ait visitées. C'est un endroit que Dédale et son labyrinthe et le Minotaure n'auraient pas renié. C'est véritablement un véritable labyrinthe souterrain. On monte, on descend, on va au niveau de l'eau, on remonte au niveau de la terre. Magnifique, pas loin d'être un gros coup de cœur dans la région quand même. On a visité Choranche, on est allé à la grotte Chauvet en Ardèche. Mais Thaïs a un charme fou. La grotte de Thaïs raconte l'extraordinaire voyage de l'eau, d'accord, qui a sculpté ici pendant des milliers d'années un paysage tout à fait étonnant. L'eau s'est fait sculpteur, peintre et même poète, tant c'est vrai que la rivière ici a creusé un véritable labyrinthe sur 3 étages. On peut voir cette rivière, la résurgence de cette rivière. La voici, d'accord. Elle va se jeter dans la Bourne, juste à côté. Et c'est vrai que c'est encore le travail de l'eau, comme au jardin des fontaines pétrifiantes, comme à Choranche, qui a façonné ici une petite merveille de la nature qu'on peut visiter, hein, tout à fait exceptionnel. La pointe de flèche, elle a un petit emmanchement. Ensuite, elle est fine, elle est taillée pointue. Et donc là, il y a déjà du travail. C'est une reconstitution. Elle est emmanchée avec de la toile. Et la grotte de Thaïs, on monte un petit peu à pied, on passe le parking, on passe au-dessus, on arrive quasiment au niveau de la grande route et puis on prend le petit chemin qui part sur la droite et qui longe un petit peu la route et qui descend. Hein, c'est ce qu'on va faire maintenant, juste ici.
c'est assez bien fléché. La Baume d'Austin 2,5 km, Belvédère 2,2 et puis Vanille 1,9, un beau chemin qui longe le canal et la route. On est tout de suite en pleine nature, 500 mètres de marche, on a quitté le canal. On est dans une clairière. Franchement, avec des enfants, ça se fait très bien. Ça permet de coupler un petit peu la visite de la grotte avec une belle balade. Ah, c'est tranquille, il y a 2 km, en pleine nature. Alors, c'est vraiment le top. Bon, arrivé sur l'asphalte, on prend sur la gauche, on monte un petit peu, il y a le panneau qui a été un petit peu arraché. Un panneau super sympa marqué randonneur nous mène au sommet du Belvédère et nous ramène sur notre parking et sur notre voiture. Et ça, c'est pas mal. On est dans une espèce de forêt enchantée à Nakaador, des arbres immenses un petit peu partout par terre. C'est indiqué vanille. Allez, on est parti. Décidément, la vanille se mérite. Le Belvédère. On devrait avoir normalement une belle vue. On est un petit peu dans la jungle là. Mais bon. Petite heure environ de marche. Plus petite. Un peu plus vite si vous êtes un warrior. Le Belvédère porte bien son nom, 436 mètres d'altitude. On domine Saint-Nazaire juste en dessous et toute la vallée, le Vercors au loin. C'est magnifique. L'une des plus belles vues qu'on peut avoir sur Saint-Nazaire. Vous vous en doutez. 45 minutes pour y aller. Sachez qu'on peut faire une boucle. Il y a le chemin qui descend de l'autre côté. Et on rejoint par un autre chemin, Saint-Nazaire-en-Royans, juste en dessous. Autant dire, le rêve, 1h30 de balade hein, entre forêt, roches et Vercors. Sublime. Pas besoin d'aller bien loin ou au bout du monde pour voir des merveilles.
Sur la gauche du chemin, regardez bien, une immense fontaine avec une espèce d'adduction d'eau qui semble dater au moins du Moyen-Âge. On se doute qu'un tel réservoir en plein milieu de nulle part, la tour du château, ou en tout cas la forteresse de Saint-Nazaire-en-Royan, ne devait pas être très loin. On va chercher un petit peu. C'est un petit peu la jungle en cette période, on est en plein mois de mai. C'est vrai qu'au printemps, c'est pas évident. On va essayer de trouver ça, mais c'est vrai que cette fontaine-là est un super indice. Et si vous n'avez pas l'œil, vous la loupez. Mais c'est vrai qu'elle est immense, on la voit bien. Regardez ça, cette petite merveille. Il devait y avoir pas mal d'eau ici. On est peut-être dans la partie basse du château. Bon, en face de la fontaine, il y a l'air d'avoir un passage entre les deux murs. Allez, on va passer par là, on va tenter le coup, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit dans certains pays. Si j'avais su, j'aurais amené le coupe-coupe, parce que ah, c'est la jungle. Mais il y a un petit sentier, donc ça part bien, ça a l'air de suivre. Je sais pas si ça va nous mener là où on veut, mais ah, attention à la tête. Ah. Un petit peu en dessous de la tour, en plein milieu de la forêt, reste de rempart énorme. Et quand on voit où est la bourne en contrebas, ça devait être un sacré rempart hein, qui devait couvrir un périmètre assez extraordinaire. Alors occupé ou pas, en tout cas ça faisait les fortifications, ça faisait pas rire et de loin ça devait être super impressionnant. Alors aujourd'hui il y a tellement de forêts qu'on voit plus rien, mais à l'époque où il ne devait pas y avoir tout ça, la citadelle devait se voir de bien loin dans la plaine, ce qui était d'ailleurs un de ses buts premiers, impressionner, montrer également sa gloire et son prestige à l'ensemble de la population et aux ennemis qui éventuellement voudraient attaquer la place, et autant dire qu'ils ont été nombreux au fil des siècles. Ah ouais, je vois de grands murs là-bas, ça sent bon. Enfin, le sentier a disparu, hein. Alors là je suis au milieu de la jungle, et je vois un bout de tour. On y est. Un autre chemin sur le côté là. Eh ouais, en pleine cambrousse, on nage dans l'histoire. Voilà les derniers vestiges de ce qui reste. Hein, la tour maîtresse de la forteresse de Saint-Nazaire-en-Royan. Forteresse qui descendait quasiment jusqu'au pont sur la Bourne. Une voie de passage stratégique que tout le monde voulait avoir, depuis les dauphins au roi de France, en passant par les guenauds, les catholiques. Tout le monde voulait avoir le passage et avoir la forteresse de Saint-Nazaire-en-Royan. Bon, en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais l'arrivée en pleine forêt dans la cambrousse, on se croirait dans la jungle, découvrant un temple inca, comme quoi pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des merveilles. Bon, c'est pas extraordinaire comme tour. Vous verrez plus tard que plus loin, il y a un château beaucoup plus parlant. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que le Saint-Nazaire médiéval, il était là, et que la tour maîtresse qui gouvernait l'accès au pont, etc., était là aussi. Bon, une fois à l'intérieur, vous serez peut-être un petit peu déçus. Il ne reste pas grand-chose de l'antique tour du Moyen-Âge. Bon, c'est sûr qu'on voit très bien que c'était un système défensif. Il n'y avait pas vraiment de luxe et très peu de fenêtres. Peut-être 2 ou 3 étages, pas plus. Mais c'était la citadelle qui contrôlait l'accès à la rivière. Et rien que pour ça, évidemment, c'était très stratégique, je vous l'ai dit. Sachez aussi, pour la petite histoire, qu'on ne va pas quitter le Moyen-Âge. Et que si vous voulez voir vraiment une forteresse de chez forteresse, vraiment un nid d'aigle, comme on les entend pour le Moyen-Âge, on va aller pas très loin d'ici. On reste sur Saint-Nazaire-en-Royan, en tout cas à Rochechinard. 5 ou 6 km, on prend sa voiture, possibilité d'y aller à pied. Il y a à peu près quoi, 5 ou 6 km je crois. Pour ceux qui ont vraiment envie de se faire des belles balades, pourquoi pas. Nous on va y aller en bagnole, on va se garer sur le parking du musée à Rochechinard pour une forteresse de chez forteresse du Moyen-Âge. Allez, c'est parti pour la visite.